puisque dans le titre de ce live, on parle de poison, comme d'une possible tradition russe, en tout cas en termes de relations internationales, et beaucoup parlent effectivement d'un possible empoisonnement d'un oligarque russe et de 2 négociateurs ukrainiens dans les pourparlers de paix. Bon, de toute façon, aujourd'hui et hier, c'était un petit peu sur toutes les rédactions. Là, ici, je vous propose un lien de Ouest France, possible empoisonnement pour Roman Abramovich. Et puis, je crois que c'est le même Abramovich qui détient Chelsea ou un club anglais. Je sais pas, je suis très. Voilà, c'est ça, c'est propriétaire du club de foot de Chelsea, c'est ça. Le milliardaire russe Abramovich ainsi que des négociateurs ukrainiens auraient été victimes d'un possible empoisonnement selon le Wall Street Journal. L'oligarque tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre. Alors déjà, beaucoup s'étonnaient du fait qu'il y ait un oligarque qui soit convié à des pourparlers de paix. En tout cas, ça n'a jamais été tellement fait. Normalement, c'était des représentants d'État. Alors là, il est validé par le Kremlin. Mais tout de même, il y a des gens qui ont trouvé ça étonnant. Alors, leurs jours sont pas en danger. Ils auraient mangé que des chocolats et consommé de l'eau. Donc, s'il y a un empoisonnement par la nourriture, ça viendrait de là. En citant des personnes au courant de cette situation, yeux rougis et larmoyants, visage et mains qui pèlent. Ces symptômes se sont ensuite améliorés, leurs vies ne sont pas en danger. Du coup, toujours pas mal d'interrogations sur le sujet, mais en tout cas les syndromes ne sont pas fulgurants, parce que on sait qu'on parlait de Novichok tout à l'heure. Le Novichok, ça te fait pas juste des sueurs froides. Par contre, le visage qui pèle, oui, potentiellement. Il y avait un débat qui était proposé par France 24 qu'on va peut-être pas regarder en entier, mais que je vous mettrai aussi à la rediff. À nos questions. Vous êtes historien, spécialiste du renseignement et des services secrets. On vous doit notamment beaucoup de livres. Mais alors France 24, c'est orienté peut-être un peu moins que Russia Today, mais dans l'autre sens. Mais on n'a plus Russia Today. Donc il faut tricher un petit peu pour obtenir des sources russes. Le dernier, c'est les grandes affaires des services secrets parus chez Perrin. Le négociateur ukrainien dit que les conditions sont suffisantes pour une rencontre entre Zelensky et Poutine. Est-ce à dire que les négociations avancent dans le bon sens? Il faut savoir, du point de vue des Ukrainiens, on comprend bien qu'ils ont intérêt à ce que les négociations avancent, parce qu'ils sont tellement matraqués par la puissance russe, et les civils en particulier, on vient d'en parler, qu'ils voudraient que ça aboutisse. Alors la question est de savoir, est-ce que le Kremlin, est-ce que Vladimir Poutine a envie que les négociations aboutissent, ou est-ce qu'il préfère attendre un peu, temporiser, tout en donnant l'impression de vouloir négocier, d'avoir récupéré... Alors, il y avait quelqu'un qui disait, dire le poison tradition russe, je trouve ça raciste. Alors déjà, c'est juste putaclic en soi, hein. Mais quand on dit poison tradition russe, je le disais en termes de relations internationales ou d'ennemis que tu veux mettre à l'écart. Ça a souvent été utilisé. Il ne s'agit pas de généraliser aux Russes, tu vois, d'une manière générale. Il y a combien de dizaines de millions des Russes? Centaines de millions? Je sais même pas. Mais c'est simplement, là, je te parle des dirigeants des dernières décennies. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de faire ce genre de précision? En tout cas, ce genre de précision est faite. Une partie plus substantielle du Donbass, parce que vous savez qu'on vient d'en parler également, cette région est militairement disputée. Mais les Ukrainiens, en tout cas, avancent, regagnent des villes, notamment Irpin. Ça peut faire peser les négociations de leur côté. Oui, toute négociation, c'est l'expression d'un rapport de force, mais il faudrait savoir, ce qu'on n'arrive pas à déchiffrer depuis le début, quelle est la stratégie exacte du Kremlin, qu'est-ce que veut exactement Vladimir Poutine. On a l'impression qu'il en a rabattu un peu par rapport, et même beaucoup. Parce que certains même le voient comme un avertissement en mode c'est pas un poison suffisamment violent pour qu'il ait voulu les tuer comme ça, ou alors ils se sont très mal pris. Mais est-ce que ce serait pas pour essayer de faire passer un message? Alors quel message? Il me semble très obscur sur le coup. Il y a d'autres personnes qui pensent que ce serait la ligne dure du Kremlin, parce que là-bas Poutine est vu comme un modéré, hein, c'est ça qu'il faut quand même se rappeler, et c'est le cas. Il y a des mecs beaucoup plus trash que Poutine encore dans la politique russe si vous cherchez, mais il y aurait une ligne dure qui voudrait continuer cette guerre, no matter what, quoi, peu importe le prix, donc et qui serait nécessairement très opposé à des pourparlers de paix, même si les Ukrainiens négocient avec un flingue sur la tempe quand même. Ses objectifs d'origine, lors du début de l'agression. Maintenant, il faut savoir ce qui se passe dans sa tête, quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il veut obtenir maintenant dans cette configuration, si vous voulez.
Est-ce qu'il y a eu un échec des services de renseignement russes sur cette guerre qui dure depuis 34 jours aujourd'hui, et vous le disiez, les objectifs russes ne sont pas atteints. Est-ce que les Russes ont surestimé leurs forces et sous-estimé la résistance ukrainienne? On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite du GRU, quel renseignement militaire russe, c'est-à-dire qu'ils ont visiblement sous-estimé l'adversaire. Alors, je dirais que c'est Bon, pas... alors après, quel conflit, c'est pas enlisé, c'est toujours les conflits au début. Tes armées avancent très vite et dès que tu arrives sur les grosses villes, nécessairement ça s'enlise. Ça fait quelques semaines, un mois, un peu plus d'un mois. Donc l'Irak, ça a pris combien de temps? Ça a pas pris 2 jours en fait, hein. nouveau, parce qu'autrefois, au temps de l'Union soviétique, en 1939, Staline avait lancé une offensive sur la Finlande avec des effectifs insuffisants, et puis il a été battu par l'armée finlandaise, et là on a fait venir un rouleau compresseur qui a obligé les Finlandais à accepter une paix qui s'est traduite notamment par la suite par ce qu'on appelle la finlandisation. Et puis en 1956 à Budapest, les Russes pareil, les Soviétiques plutôt, Khrouchtchev ordonne qu'on écrase l'insurrection nationale hongroise. On envoie des effectifs insuffisants, ils se font rétamer, les Russes attendent 2 jours et contre-attaquent et là écrasent complètement l'insurrection. Donc oui, il y a un côté sous-estimation qui est assez surprenant quand même, parce que... Mais bon, le fait est que visiblement, ils ont pensé que les autres ne valaient pas tripette. Ou peut-être qu'ils allaient se rendre plus rapidement, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils les ont sous-estimés et que le conflit s'enlise, on pourrait peut-être dire ça. Est-ce qu'à l'inverse, les renseignements américains la reviennent en Enfin, force? reddition sans condition, parce que là c'est des pourparlers de paix, c'est différent. Ce sont eux finalement qui avaient pratiquement la bonne date de l'intervention russe. Ils y croyaient et même Volodymyr Zelensky disait non, les Russes n'attaqueront pas. Alors visiblement, la CIA et l'ensemble de la communauté américaine du renseignement a peur dorer son blason. On se rappelle qu'il y a eu évidemment les événements malheureux d'Afghanistan, l'évacuation précipitée de l'Afghanistan avec le chaos qui s'en est ensuivi. Et on se rappelle aussi de la guerre contre l'Irak avec trouver à tout prix des armes de destruction massive alors que Saddam Hussein n'avait pas les armes en question. Donc ça, c'était des échecs parce qu'on a, passez-moi l'expression, dans le cas de l'Irak, on a tordu le bras au service secret à la CIA et aussi au MI6 britannique en leur ordonnant de trouver des motifs. Là, ils ont visiblement redoré leur blason, c'est-à-dire qu'ils ont correctement prévu que les Russes ne voulaient pas ne se livraient pas seulement à une démonstration de force aux frontières, mais qu'ils avaient vraiment... centaines de milliers d'hommes à la frontière. Oui, mais ça aurait pu être une pression. Là où les services de renseignement sont bons, c'est pas seulement quand ils voient le dispositif, parce que le dispositif avec les satellites, etc., les interprétations de communication, c'est de savoir quelle est l'intention. Là, ils ont correctement dit que l'intention était d'attaquer. Alors, Rémi Coffer, j'aimerais qu'on... Après, les procès d'intention en matière géopolitique sont toujours un petit peu hasardeux, pas autant que la divination. Mais tout de même, donc voilà, on en a regardé à peu près la moitié. Je vous laisse, je ne veux pas voler la vue à France 24. France 24, si vous voyez la rediff de ce live, essayez de ne pas le bloquer, s'il vous plaît. L'information en temps de guerre, c'est bien de pouvoir la faire circuler. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais un article de la Dépêche, voilà, justement l'article de la Dépêche qui explique que ils n'avaient consommé que des chocolats et de l'eau. Je vais vous retrouver ça. Voilà. Les 3 hommes n'avaient consommé que du chocolat et de l'eau dans les heures qui ont précédé l'apparition des symptômes. Donc information relayée par la Dépêche, mais qui vient du site d'investigation Bellingcat. Est-ce que vous connaissiez Bellingcat? Et peut-être que ça mériterait de se pencher dessus. Ils ont un dossier spécial Ukraine. Bah écoutez, peut-être que je le rajouterai moi-même pour m'y reporter ultérieurement. Ça pourrait toujours potentiellement être intéressant. Hop, je le rajoute aussi pour vous, pour la rediff, si vous souhaitez vous y reporter. Et on se souvient qu'effectivement, justement, on parlait en matière de précédents, il y en a eu quelques-uns. Un ancien président ukrainien, rappelez-vous, Viktor Yushchenko, qui avait lui aussi été potentiellement, mais quand même... La piste semble très très sérieuse, victime d'un empoisonnement plus sévère cette fois, hein. Donc il y avait tout de même des médecins qui avaient parlé d'une crise aiguë du pancréas qui était due à un œdème. Mais la plupart des gens se prononcent plus pour un empoisonnement. Alors il y a ici un article sur News BBC. Je voulais surtout vous montrer voilà, la photo avant, après et depuis, avec le visage qui est un petit peu réparé, mais on voit toujours quand même toutes les cicatrices qui ont été laissées. En 2004, despite some improvement, malgré quelques améliorations en 2008, les cicatrices sont toujours clairement visibles sur son visage. Donc voilà, et puis d'autres précédents, il y en a eu. On se souvient le Novichok qui avait intoxiqué l'opposant russe Alexei Navalny. Je crois qu'il a été incarcéré depuis, ou Sergueï et Yulia Skripal, l'affaire Skripal, je vous y renvoie également. Et donc petit rappel ici, par Ouest France, justement, qu'est-ce que le Novichok, le poison qui a intoxiqué l'opposant russe Navalny? Ce serait vraisemblablement pas du Novichok cette fois.
Et Berlin avait parlé de preuves sans équivoque qu'il détenait sur le coup. Donc je ne sais pas si les preuves avaient fait l'unanimité, mais en tout cas on avait plus que de simples présomptions. Plus dangereux que le sarin. Et Novichok, le truc c'était que oui, il suffisait d'asperger quelqu'un et puis à moins de soins très très rapides, c'était plus ou moins foutu. Bref, est-ce que vous en avez entendu parler, vous, de cet empoisonnement dans les pourparlers qui empoisonne au propre comme au figuré les négociations qui devaient avoir lieu en vue d'une résolution la moins militarisée possible que de ce conflit, si on peut encore espérer ça. Non, pas du tout. T'en avais pas entendu parler, toi, le renard? Absolument pas, non. Eh ben, écoutez, Mais de c'est toute façon, intéressant, ta capsule est cool. on verra les prochains jours. Bah, ma capsule est nécessairement incomplète étant donné que on a que des résultats d'analyse très très partiels pour le moment. Nicoson, je te vois t'allumer, mais je ne sais pas si tu souhaitais intervenir. Et vous le pouvez Après, on aussi, sait c'est que la les radio Russes libre. sont. Bah non, en fait, je suis très surpris, vraiment, par ça, parce que par rapport au contexte international, normalement, l'intérêt peut-être, j'imagine, du président russe, ou en tout cas ou des autorités russes, ça serait plutôt d'être attentiste, de gagner du temps, de pas trop bouger, de pas en faire de trop. Donc, je sais pas, je me pose la question, quel Alors serait peut-être l'intérêt faire échouer les donner un pourparlers, ça ferait continuer la guerre pour avoir potentiellement des négociations encore plus favorables dans le futur. Ça se trouve, Poutine n'a pas la main sur tout. Et il y a des gens qui auraient agi la ligne dure de son gouvernement, ou des gens qui ne sont pas tout à fait de son gouvernement mais qui sont dans les services secrets peut-être, qui auraient pu intervenir sans l'aval de Poutine. Est-ce que c'est envisageable? Je ne sais pas. Je suis pas un grand spécialiste de la politique intérieure russe après, mais... Et puis le poison n'a pas tué, ça c'est bizarre aussi. Ouais. Donc Après, quel la était le Russie, but? la Russie, en termes de stratégie militaire, ils ont jamais été dans la délicatesse, hein. Ils ont toujours poussé toujours plus loin le bouchon, même dans les autres guerres qu'ils ont faites. Ils ont jamais hésité à vraiment envoyer, à reculer devant. Pas dans la devant lui. délicatesse, mais en calculant quand même des coups d'avance et en ayant des positions Oui. assurées. Ah oui, bien sûr. Ils avançaient Mais pas ils à sont- l'aveugle. Ils sont aussi, enfin en tout cas, Poutine est aussi très habitué à Sinon, ces tu vois, stratégies d'empoisonnement. sinon, Et tu vois de il la a- il avait- Crimée en 2014, ils auraient directement envahi l'Ukraine. Pas forcément. Parce que je pense que la Crimée, c'était aussi, tu vois, moi je Si vois ça c'était un déjà peu le but comme, à l'époque. Hein. tu sais, avant de te baigner, tu trempes le petit doigt dans l'eau, tu vois. Il y a un peu de Ouais. ça, de tester les réactions. D'ailleurs, l'Ukraine, au début, ça a été fait sous faux drapeau. C'était des militaires russes qui se faisaient passer pour Et là, des ils ont été moins dissidents. bourrins, ceci dit, justement, sur la Crimée. Organiser un référendum, c'est moins Oui. bourrin qu'envoyer une armée. Hein. Même Oui, si bien tu sûr, sais ouais. que le Ouais. référendum sera un plébiscite. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ce que je voulais en venir. C'est exactement ça. C'est que aussi, il est pas con. S'il sait qu'il va gagner par la voie douce, le mot est un peu. C'est pas vraiment doux, mais voilà quoi. Parce qu'il a quand même eu une guerre avant. Mais oui, il savait qu'il allait gagner. Donc forcément, comment dire, ses intérêts étaient de passer par un référendum. Mais là, en Ukraine, c'était une situation totalement différente. Alors, Donc, je pense- il je aurait crois- je crois pu, qu'on puisse mais là, comparer, tu vois. ça n'aurait pas été impossible de l'envisager. C'est-à-dire que dans le Donbass, t'as quand même pas mal d'endroits qui sont très russophones. Alors de là, imaginez qu'ils sont nécessairement russophiles, je ne sais pas. Mais c'était Lex Calvin qui nous avait envoyé une carte des endroits qui étaient plus ou moins russophones, une carte de l'Ukraine. Et effectivement, dans les territoires de Lugansk et de Donetsk, tu avais plus de russophones que dans le reste du territoire, mais par exemple beaucoup moins qu'en Crimée. Ouais, mais si tu prends par exemple, je sais pas, la Suisse ou les Belges, ils sont francophones et pourtant ils n'ont pas forcément Oui. été envahis Mhm. par la France, tu vois. Donc est-ce que la langue c'est le seul moyen Est-ce que d'évaluer c'est le seul critère, ouais. le critère? Je sais pas, tu vois. Après c'est compliqué. Bah, le hein, comme référendum, situation. ça te fixe un petit peu au moins, mais justement, est-ce que ces référendums auraient été gagnés dans pense les pas. régions qui avaient de toute façon déjà des velléités séparatistes? Oui, puis est-ce que les Depuis des régions, alors années. là pour le coup, je j'ai pas la carte sous les yeux, mais est-ce que les régions sont accolées à la Crimée ou pas? Parce que si c'est des régions qui sont Non, éloignées pas directement. Pas de. directement. Et bah, le problème, c'est ça, c'est que c'est beaucoup C'est plus plus au difficile, à nord. mon avis, de prendre des villes qui sont entourées de l'Ukraine, tu vois. De prendre des régions entourées par l'Ukraine indépendante. Donc, Mais après, Est-ce qu'on peut avoir une carte avec les oblasts? Ce serait Poutine est pratique. habitué des empoisonnements, hein. C'est pas la première fois, il avait empoisonné un ennemi par le slip. Il avait mis du poison dans son slip et Dans le son mec slip? ouais, véridict. Dans le slibard et De ouf. qui est mort comme ça. Parce que généralement, ils Ouais. préfèrent asperger, quoi, mais... donc Ah, voilà, non, la c'est Crimée. dedans. Alors, vous voyez pas bien, je vais essayer de... Est-ce qu'on peut zoomer un peu plus? Je vais zoomer un peu plus
pour vous. Attendez, j'ai fait un écran même spécial parce que c'était pour faire plaisir à Aurélien. Chrome plein écran. Alors par contre, on ne vous entend plus. Donc vous voyez la Crimée au sud, Lugansk qui est à l'est, Donetsk qui est un peu au sud de Lugansk, mais qui n'est pas directement... Il y a quand même 2 oblasts d'écart par rapport à la Crimée. Donc voilà pour te répondre par rapport à la géographie. Alexei Navalny, ouais, on en Alexei parlait. Ouais. Navalny, ouais, Mhm. qui a été empoisonné via son Je slip. savais pas que c'était le slip par contre, mais... Si, je viens de vérifier. Et du coup... Putain, ils vont les avoir par le slip, quoi. Ah ouais. Non, mais après, souvent, c'était ce qui se... Ouais, je pense que c'est une question de poison, comment l'inoculer, machin. Enfin, tu vois, Je pense qu'il y a des façons plus pratiques que des slips, mais bon, c'est bon. Bah, pas forcément si tu as accès à ces sous-vêtements et que tu sais qu'il va rester des heures dans le sous-vêtement. Ouais. Et que ça peut... tu vois, enfin, je pense que qu'en vrai, quand tu veux tuer quelqu'un, tous les moyens sont bons. Russophone, à savoir que l'ukrainien et le russe, c'est la même chose, mais bon, est-ce que tu es sûr de cette information, Ivan? Parce que ça se ressemble, et tu vois, ça se ressemble un petit peu comme, je sais pas, de l'italien et de l'espagnol, à ce que j'ai compris. Mais justement, par exemple, c'était le président Zelensky qui avait fait un discours en russe exprès pour s'adresser aux Russes. Donc, mais tout ça doit pouvoir se vérifier. Après, quel est son intérêt? C'est comme tu dis, hein, de ralentir peut-être les discussions. Peut-être que la personne qui était chargée de discussion n'était pas une personne assez fiable à ses yeux. Enfin, tu sais, il y a plein de périmètres qu'on n'a pas forcément, tu vois, pour l'empoisonnement, quoi. Ukrainien, une des 4 langues appartenant à la famille orientale des groupes slaves. Les 3 autres étant le biélorusse, le russe et le rusine. Ruten, ça je ne connaissais pas, tiens. Donc, qui c'est qui nous disait l'ukrainien, c'est la même... et en fait, les Ukrainiens ils parlent russe. Ivan Bellic. Bellic. Ah bah, ça se prononce comme le personnage de GTA 4. C'était Nico Bellic, je crois. Ah, ça se prononce peut-être Bellic aussi. Bref, je prononce peut-être mal ton pseudo, mais en tout cas, toi tu confonds les langues des Slaves. Le russe est quand même bien différent. Alors après, moi je parle aucun des deux, donc moi ça va être compliqué de vous expliquer les différences, mais c'était un Serbe. D'accord, bah écoutez, je confonds et je pense qu'on peut ici clore cette capsule et on fera de toute façon des points régulièrement. On a commencé la première vidéo de cette chaîne de Radio Libre, ça parlait de l'Ukraine et à l'époque tout le monde me disait non mais Daimon, t'as vraiment pas d'idée de ce sujet quoi. C'est tellement hashtag il y aura rien et j'ai rien compris. Merci pour le follow. J'ai rien compris à ton pseudo, mais je l'ai trouvé cool.